de votre fidélité, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau le professeur Jacques Habib Sy, spécialiste des questions publiques. Monsieur Sy, bonjour et bienvenue. Des politiques publiques. Des politiques publiques. Je vous remercie, Madame Ndiaye. Merci beaucoup. Oui, Jacques Habib Sy, nul besoin de vous présenter parce que vous êtes journaliste, analyste, consultant et spécialiste des questions de politique publique, mais aussi spécialiste en communication, pour être bref, n'est-ce pas? Alors, démarrons par la CAN 2019 qui se joue présentement en Égypte. Quel est le message que vous voulez lancer aux Lions avant leur match, les opposants à la Tanzanie? Naturellement, c'est d'encourager nos Lions, de leur souhaiter de ramener la coupe et de leur dire que la victoire est au bout de l'effort et qu'ils fassent tout pour que véritablement ils donnent le meilleur d'eux-mêmes au cours de cette coupe. Oui. Je suis sûr que notre Sadio Mané va certainement se surpasser cette fois-ci aussi. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on mette trop la pression sur lui, qu'on le laisse respirer un peu et qu'il joue au meilleur de sa forme et de ses capacités qui sont prodigieuses, c'est vrai, parce qu'être champion d'Europe et champion du monde en même temps, ce n'est pas facile à porter. Oui, en tout cas, il fait notre fierté au plan national, Sadio Mané, et puis bon vent à ces Lions de la Teranga. À côté de l'euphorie autour du football, il y a les choses amères, à savoir cette éventuelle hausse sur le prix de l'essence à la pompe. Quelles seront les conséquences selon vous? Mais les conséquences, c'est qu'il y aura un effet domino sur tous les autres aspects de l'économie. Ensuite, ce sont les petites gens qui vont, c'est-à-dire les personnes les plus vulnérables, qui vont souffrir de cette hausse à travers le prix du transport, le prix du carburant à la pompe. Pour les petits gorgorlous qui sont ici et là, qui dépendent de ce secteur névralgique, je crois que ça va être très dur. Et apparemment, on annonce également des prix en cascade dans d'autres secteurs. Il faut remarquer que depuis quelques années, nous avons mené, quand je dis nous, c'est le président Macky Sall, a mené une politique tous azimuts de subvention des produits, de subvention d'un certain nombre de secteurs pour sans doute éviter le retour, l'effet boomerang de hausse incontrôlée en cas d'une inflation incontrôlée. Je crois que maintenant, nous allons certainement en subir de plein fouet les effets. Oui. Est-ce que c'est la raison pour laquelle il y a l'arrêt des chantiers au niveau du terre, mais aussi de pratiquement tous les grands projets de l'État? À ce rythme, n'y a-t-il pas lieu de s'inquiéter sur la bonne santé de notre économie? Si, il y a lieu de s'inquiéter parce que de façon visible, à mon sens, il y a ce qu'on appelle vulgairement des tensions de trésorerie, c'est-à-dire l'incapacité pour l'État d'avoir accès au numéraire, d'avoir accès aux fonds pour pouvoir mener sa politique. Ensuite, il y a eu une politique de dépenses publiques qui est très dispendieuse. C'est la raison pour laquelle, je crois, les institutions de Bretton Woods ont fortement suggéré au chef de l'État de réduire singulièrement le train de vie de l'État. On en parle depuis un certain nombre d'années, mais je crois que là, il a un peu enclenché les choses. Mais ça ne marche pas aussi hardiment que ça devrait, parce que toutes ces agences-là sont extrêmement budgétivores. En dehors de ces agences, à mon avis, il y a les grosses structures que sont la structure des collectivités, le Haut Conseil, qui aurait pu, en d'autres circonstances, être très utile s'il y avait une jonction
avec des secteurs précis et dans la perspective aussi de venir en aide, en appui aux collectivités locales, mais aux aussi communes. À côté, il y a le Conseil économique, social et environnemental. Et puis il y a le Conseil économique, social et environnemental qui ne sert pas à grand-chose. On n'a jamais vu le chef de l'État nous dire que les rapports, les nombreux rapports du Conseil économique et social sont utiles. Je crois qu'il en a toujours été ainsi. Je dois signaler d'ailleurs que même du temps de Famara Ibrahima Sagna, il n'y avait pas une grosse différence. C'est une chose qui a été inventée par les socialistes à l'époque du tout État, à l'époque du parti unique aussi, où il fallait absolument caser du personnel politique à temps plein. Et c'est ce qui continue jusqu'à présent. Et c'est ce qui continue. Il faut d'ailleurs remarquer qu'on devrait faire la jonction entre l'existence de ces structures-là et la notion de parti-État. C'est-à-dire? Parce que, vous voyez, cette jonction-là entre les intérêts de structures privées comme le parti présidentiel et l'État, qui est là pour tout le monde, se fait par ce biais-là. Et donc vous avez du personnel utilisé à temps plein à travers tout le Sénégal pour les seuls besoins, le plus souvent, du parti du président de la République. Et c'est ça qui crée évidemment les grands problèmes que nous connaissons dans le domaine de la gouvernance. Il faut que le Sénégal sorte de ce syndrome. Faute de sortir de cela, nous allons véritablement traîner les pieds et faire souffrir les populations, comme c'est le cas actuellement. Oui. Au plan démocratique, le rapport de la mission d'observation de l'Union européenne lors de la présidentielle du 24 février dernier recommande l'élimination du parrainage citoyen dans le jeu électoral. C'est quoi votre réaction? Bon, ma réaction est un peu mitigée sur cette sortie de l'Union européenne. Je crois qu'ils auraient dû faire cas de cette opinion quand il le fallait et au moment où les choses étaient extrêmement difficiles, tant pour l'opposition, qui n'a eu cesse de crier que l'État était dans une posture presque hors la loi, et qu'en conséquence, il fallait peut-être que ceux qui étaient venus pour observer nos élections fassent preuve davantage d'objectivité. Mais au lieu de cela, nous avons vu une Union européenne, des observateurs qui ont dit que tout allait bien, qu'il n'y a pas eu de problème et que M. Macky Sall était le vainqueur incontesté des élections, ce qui n'est pas partagé de toute façon par au moins une moitié des Sénégalais qui se reflète dans le chiffre de 48%. Mais au-delà de cela, je crois que ça a été... c'est une décision, si je puis ainsi l'exprimer, qui participe d'un aventurisme absolument désolant. Parce qu'on aurait pu attendre tranquillement, en discuter, faire en sorte que toutes les parties intéressées, partisanes et non partisanes, puissent y mettre du leur et qu'à partir de là, on puisse partir d'un nouveau pied en ce qui concerne cette question liée à l'inflation des partis politiques. Encore que beaucoup d'observateurs intérieurs cette fois-ci et les partis eux-mêmes de l'opposition ont dit que ce n'était pas une situation normale et qu'elle a probablement été suscitée. Et il pointe du doigt, évidemment, certains membres du pouvoir. Mais dans tous les cas, on peut estimer que cette floraison de partis est liée aussi à la financiarisation indue du processus politique. Il faut beaucoup d'argent et en effet beaucoup d'argent circule un peu avant les élections, durant les élections et après. Et par conséquent, l'achat des consciences, des votes des citoyens est une réalité au Sénégal. Vous savez, on a une histoire des grands électeurs, entre guillemets, qui a été utilisée du temps de la colonisation et qui a été utilisée dans tous les cas par tous les présidents de la République que le Sénégal a connus.
Je crois que là, j'ai aussi un malaise structurel sur lequel il faudra agir. Je crois que c'est tout le processus électoral qu'il faut réguler le financement des partis politiques est prévu par la loi. C'est exact, c'est exact. Mais on n'a pas commencé à travailler dans cette direction et de toute façon, il faut aller jusqu'au bout. En dehors de cela, il y a le débat d'opinion. Le débat d'opinion n'est pas organisé au sein de la télévision et des médias, ce qui est devenu un véritable casse-tête, comme vous le savez. On a une multiplicité de chaînes de télévision, de radio, etc. Et durant la campagne présidentielle, ce sont des entités qui comptent. Et ma foi, il faut passer à la caisse. Lorsque vous n'avez pas accès à ces moyens-là, évidemment, c'est à votre détriment. Je crois que sur toutes ces questions-là, il faut qu'on arrive à concentrer l'attention des auditoires, des votants en tout cas, qu'on arrive à concentrer sur deux personnalités au moins qui s'entrechoqueraient dans les idées, dans l'exposé de leurs idées tout au moins. Oui, après, quelques mois après l'élection, ce rapport aura-t-il une portée significative puisque les dés sont déjà pipés? Je crois qu'il nous faut encore un long chemin avant de parvenir véritablement à un renversement paradigmatique pour ce qui concerne non seulement les élections, parce qu'il n'y a pas que les élections, mais aussi pour ce qui concerne la gouvernance de ce pays. Il y a encore beaucoup de choses en latence. Nous sommes en train de glisser lentement, mais sûrement vers le bas. Tous ceux devant qui nous étions juste au début des indépendances et quelques années après, nous ont rejoints et dépassés. Donc, il est temps de se ressaisir. Hein? Il y a aussi beaucoup d'efforts à faire du point de vue de la compétitivité et de la production. La production est encore beaucoup trop orientée vers la satisfaction des besoins extérieurs. Donc ça doit être... c'est une tare congénitale que nous, malheureusement, nous avons. Ensuite, on parle beaucoup de croissance à 6%. Ce n'est pas vraiment significatif. Ce qui est par contre significatif, c'est que cette croissance à 6% est tirée par le secteur étranger, par des forces donc exogènes, et que cette croissance ne profite qu'à ces forces-là et pas nécessairement aux Sénégalais. Notamment les entreprises étrangères. Les entreprises étrangères. Et c'est pour ça que nos entreprises sont toutes en train de mettre la clé sous le paillasson. On a vu beaucoup d'entreprises fermées, beaucoup d'entreprises aussi se plaindre du fait que l'État leur doit beaucoup de sous, des milliards, et n'arrive pas Pourtant, le ministère de l'économie et des finances a sorti un communiqué pour dire qu'une bonne partie de cette dette a été épongée. Oui, mais les gens continuent de se plaindre. Les entreprises ne sont pas du tout contentes. Faites un sondage, vous verrez par vous-même que véritablement les entreprises sont mal loties et qu'au surplus, trop d'impôts tue l'impôt lorsque c'est appliqué aux entreprises. Donc il faut leur permettre de souffler un peu, d'autant plus que la tendance mondiale est à la subvention. Vous voyez des secteurs vitaux de l'économie. Vous voyez l'Europe à hauteur de près de 240 milliards de dollars est en train d'investir, de soutenir le secteur agricole, et il dépense autant dans le domaine du développement scientifique et technologique, ce qui n'est pas notre cas. Je veux dire, il faut qu'on se rende compte au Sénégal que l'Afrique tout entière ne commerce pas plus que cette petite Belgique-là. Nous comptons pour à peine 2% du commerce mondial. C'est une catastrophe. Alors que nous sommes assis sur des quantités colossales de ressources naturelles et d'hydrocarbures et de ressources en tout genre. Oui, là on en revient à ces propos tenus par l'ex-président français Nicolas Sarkozy en disant que l'Afrique ne fait pas partie de l'histoire. Oui, mais Sarkozy, je crois, lui-même a été rattrapé par l'histoire. Je crois que c'était des propos insultants. Et c'est dommage que ceux qui étaient là n'aient pas cru devoir relever ces propos qui sont restés dans l'histoire de toute façon. Mais des patriotes ont pu se ressaisir par la suite, sortir un livre. Il y a eu vraiment beaucoup de récriminations à travers toute l'Afrique d'ailleurs sur cette phrase malheureuse qui dénote la méconnaissance totale
de l'histoire et de la civilisation des peuples africains. Oui, on va rester dans le cercle des chefs d'État. Et comment jugez-vous la posture du président Macky Sall, souvent non informé des affaires sérieuses, comme ce fut le cas du rapport de l'IGE, notamment par rapport à l'enquête menée sur l'affaire Petro-Tim? Bon, je voudrais commencer par dire des choses positives, parce qu'on est tout le temps en train de dire des choses négatives, il faut positiver. Disons que M. Macky Sall, je prends l'individu ici, a gravi les échelons relativement rapidement par rapport à tous les autres de sa génération. Deuxièmement, il a vite appris, hein, il a très bien compris la façon dont il devait s'acquitter des tâches opérationnelles que voulait bien lui confier M. Abdoulaye Wade. Donc, sur ce plan-là, on peut dire que véritablement, il s'est bonifié au fil des ans. Mais s'étant bonifié, il a également pris goût, je crois, un goût immodéré, surtout depuis qu'il est revenu, après avoir battu son mentor, donc il est revenu aux affaires. Il y a une sorte de goût immodéré pour la politique politicienne, c'est-à-dire un jeu clair-obscur, au mieux, si nous devions le qualifier ainsi. Ensuite, le fait de ne pas tenir parole, ce qui a été à l'origine d'un manque de confiance éclatant vraiment de la part des acteurs politiques, de la part de certains membres de la société civile, etc. et qui a créé beaucoup de problèmes, jusqu'ici d'ailleurs. Et donc un manque de flexibilité. Cette inflexibilité et le fait qu'il colle à ce vœu du créateur du courant libéral, M. Abdoulaye Wade, qui est un personnage historique ici pour tout ce qu'il a représenté dans l'évolution politique du pays, mais qui disait que pendant 50 ans encore, le pouvoir libéral devrait être en place, maintenu en place. Je crois que c'est un projet qu'il faut remettre en cause. C'est pour l'intérêt même du pays. Je crois qu'un parti qui se donne comme objectif de garder le pouvoir un demi-siècle, mon Dieu, devrait avoir peur pour lui-même. Oui, mais on a déjà 12 ans avec Wade et 12 ans présentement avec le président Macky Sall. Oui, mais vous avez vu les 40 ans du Parti socialiste, où est-ce que ça nous a mené? À la catastrophe, nous étions dans le gouffre. Donc ce n'est jamais une bonne chose qu'un parti perdure au pouvoir, surtout lorsque des intérêts si gigantesques sont en jeu. Donc la sagesse voudrait qu'on travaille avec acharnement, non seulement à faire en sorte qu'il y ait un renouvellement de la classe politique à chaque fois, mais que le jeu politique lui-même se bonifie, s'améliore et que véritablement il y ait un véritable dialogue, mais pas un dialogue surfait comme celui qui allait être engagé depuis quelque temps, mais un véritable dialogue qui permettrait... Ah oui, pourquoi vous conjuguez ce dialogue au passé? Jusqu'à présent, on est en train de dialoguer. En tout cas, il y a des rencontres entre les ministres et les concernés. Je ne sais pas. Je reste un peu suspicieux de l'échec au bout de cet effort. Je reste un peu dubitatif parce que quand même, le dialogue à peine en train de commencer, il n'a pas commencé véritablement, sauf pour certaines entités. Nous voyons qu'il y a une grosse partie de l'opposition comptable de 48% quand même de l'électorat qui se cabre et qui dit non, nous ne marchons pas comme ça, nous pensons qu'il y a des préalables. Et ces préalables, on n'en a jamais tenu compte. Au contraire, on leur a dit, oui, mais d'accord, mais venez, et puis ensuite on discutera. Et je ne pense pas que cette méthode-là soit une méthode opérante, vraiment. Maintenant que le vin est tiré, je ne sais pas qui va le boire. Est-ce que ce seraient les auteurs, les initiateurs du dialogue, ou est-ce que ce serait, pardon, le bissap, pas le vin, est-ce que ce serait eux ou est-ce que ce serait d'autres gens? Mais en tout cas, toujours est-il que je ne donne pas vraiment cher de la peau de l'ours
en ce qui concerne ce dialogue national. Ce dialogue-là, oui. Et alors, dialogue revenir national, à cette... dialogue politique, oui. on ne sait même pas trop. Et le président Macky qui n'est pas souvent informé des affaires sérieuses? Le président Macky Sall a beaucoup souffert, je crois, de l'absence de cadres de très haut niveau à ses côtés, mais d'hommes sages aussi. Oui, pourtant il n'en manque pas. Il a à côté de lui Moustapha Niasse, Ousmane Tanor Dieng, Ahmed Dansokho, Abdoulaye Bathily. Il est bien gâté. Moustapha Niasse, bon, je crois que c'est un des dinosaures quand même de la classe politique. Nous, depuis Senghor. Oui, bon, je crois que je n'ai rien contre M. Moustapha Niasse, que je salue au passage, mais quand même, il devrait céder la place aux plus jeunes. Ce n'est plus sa place, cette Assemblée nationale-là. Qu'est-ce qu'il a approuvé encore? Et qu'est-ce qu'il peut surtout apporter au peuple sénégalais? Je crois que lui-même est parti du problème. Par conséquent, je ne pense pas, je ne le vois pas faisant partie des promoteurs d'un pouvoir parlementaire de type nouveau, c'est-à-dire un pouvoir parlementaire qui soit un véritable contre-pouvoir et qui puisse apporter les solutions attendues par le peuple sénégalais pour aller de l'avant. Oui, alors pourquoi vous dites que le président Macky est mal entouré, surtout de sages, mais aussi de cadres de haut niveau? Écoutez, parce que il faut que mes amis qui sont de ce côté-là me pardonnent, mais j'aime dire la vérité, de toute façon. Et il y a des vérités amères qu'ils doivent parfois entendre. Oui. La plupart des cadres, je ne dis pas tous, qui sont dans le giron de l'État et qui sont en particulier en train de travailler dans la sphère exécutive, se comportent comme de véritables talibés. Et non, comment? C'est-à-dire, c'est pas, ils sont le front baissé, jamais apportant au président de la République, avec assurance, n'est-ce pas, les débats de son temps, de notre temps, les idées novatrices et osant aussi l'affronter dans certains de ses choix lorsqu'ils sont discutables. Nous n'avons pas ce type de personnalité à ses côtés. Au contraire, ceux qui sont là lui sont redevables. Mais il en est ainsi simplement parce que nous sommes dans un régime, disons, pour ne pas être sévère, de quasi-dictature. Parce qu'un président de la République, un homme seul, qui nomme à tous les emplois civils et militaires, qui prend toutes les décisions, y compris celles récentes de se passer de la collaboration d'un Premier ministre et donc d'apporter des transformations fondamentales dans l'agencement constitutionnel du pays, je crois, est en train d'emprunter une voie très, très, très dangereuse pour la démocratie au Sénégal. Oui. Et ensuite, maintenant, au plan... vous savez, actuellement, le monde ne marche que par la pertinence des idées, que par le fait de pouvoir appuyer toute votre politique sur la science, sur la technologie, sur l'innovation, sur l'éducation. On voit que l'éducation, des décennies après, nous sommes en train de clopiner dans des niveaux absolument indignes du Sénégal. Parce que ça fait longtemps que nous avons une université. Maintenant, nous en avons plusieurs CV. Mais ce n'est pas dans la quantité qu'il faut miser. Il faut miser dans la qualité. Or, du point de vue de la qualité de l'enseignement, qu'il soit supérieur, moyen ou primaire, nous avons beaucoup, beaucoup à faire encore. Oui. Voilà. Monsieur Jacques Habib Sy, nous allons passer à ce débat qui est devenu national, voire même international, à savoir le scandale de 10 milliards de dollars autour du pétrole sénégalais, une enquête effectuée par la chaîne anglaise BBC. Tout d'abord, en tant qu'acteur de la communication, trouvez-vous que le travail produit par notre consoeur Mayeni Jones est déséquilibré, comme le disent certains? Écoutez, j'ai enseigné pendant près d'une dizaine d'années, au moins, la production télévisée aux États-Unis.
J'étais à Howard University, j'ai enseigné à Temple University aussi. Et nous avions un studio-école qui est beaucoup plus grand que la RTS dans son ensemble. Ouais. Donc, et ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de produit télévisuel parfait. La perfection n'est pas de ce monde. Mais en l'occurrence, on peut estimer que la journaliste de la BBC qui est venue ici a rencontré un certain nombre d'acteurs, a fait son travail d'investigation. Naturellement, elle aurait pu le pousser plus loin. Mais à ceux qui disent « oui, mais elle n'a pas donné la parole à un certain nombre des acteurs du côté du camp du pouvoir », moi je dirais simplement, nous avons vu quand même dans le document, en texto, les points de vue qui ont été, disons, développés par M. Alioune Sall, en l'occurrence. Ouais. Nous avons même vu il s'était entouré d'avocats et que ce sont ces avocats-là qui ont répondu à sa place. Elle a fait état de ce point de vue-là. Ouais. Je crois que ce travail, on ne l'a pas vu dans son entièreté encore. Parce que quand même, la BBC est une boîte qui se respecte. Et je suis persuadé, ils l'ont dit eux-mêmes d'ailleurs, qu'on a vu que le bout de l'iceberg. Lorsque ils sortiront tout le reste, s'ils doivent le sortir, oui. Je crois que ça fera encore beaucoup plus mal. Donc, ne nous focalisons pas sur cela. Essayons de rétablir, si on doit rétablir du côté du pouvoir, les faits qu'on veut mettre en exergue. Oui. Ils ont toute la radio, ils ont toutes les radios, ils ont les télévisions, ils ont des médias partout. Ils ont un appareil de communication, un appareil idéologique d'État qui fonctionne à merveille, en tout cas pour ce qui concerne les besoins internes. Ouais. Alors, ils n'ont qu'à l'utiliser et faire valoir leur point de vue. Maintenant, pour tous ceux qui commencent à penser que c'est un complot de l'étranger, etc. Oui. Je crois que ça n'a absolument... Des forces obscures de l'étranger. Oui, ça n'a absolument aucun sens. Quel est le rang du Sénégal, etc., pour que des forces obscures de l'étranger... 34e pays plus pauvre au monde. Lui en veulent à ce point-là. Naturellement, il y a du pétrole, c'est un enjeu colossal à présent, puisque nous savons que les réserves pétrolières que nous avons sont extrêmement importantes et tout d'un coup vont propulser le Sénégal comme l'une des puissances pétrolières du monde. Oui. Par conséquent, je crois que nous devrions être davantage regardants dans les stratégies de communication que nous développons. Oui, surtout et c'est juste dans ce domaine, on va y rester avec cette communication au plus haut niveau où dans laquelle on remarque une cacophonie entre autorités de l'État. Pour préciser, comment appréciez-vous cette sortie du ministre conseiller en charge de la communication du palais, El Hadj Kassé, sur les antennes de TV5 Monde qui apparemment secoue le cocotier? Oui, je ne voudrais pas en rajouter sur la tête du pauvre El Hadj Kassé. Et de plus, je crois que ce n'est qu'un pion dans le dispositif. Par conséquent, je ne m'y attarderai pas tellement. Mais par contre, je note que dans le dispositif communicationnel du président de la République, il y a une cacophonie véritablement qui est inacceptable à ce niveau du jeu politique et constitutionnel. Je crois qu'il faudrait, ça en dit long aussi sur la façon dont le chef de l'État utilise les compétences des uns et des autres parmi ceux qui sont dans son attelage. Donc je crois qu'il y a une question également qui échappe souvent au chef de l'État, c'est qu'il ne sait pas très bien comment agencer sa communication, comment présenter lui-même son profil d'ailleurs, etc. Son profil, si vous demandez au Sénégalais lambda de le décrire, je suis sûr que ce ne serait pas en sa faveur. Donc il a un long chemin à faire. Parce qu'il ne faut pas qu'on confonde la chèvre et les choux. Penser que parce qu'on a construit quelques centaines de kilomètres de route, qu'on a mis un pont ici ou là,
que les gens, bon, vous une admiration sans borne. Je crois que les besoins de l'être humain, de l'individu, en tout cas des Sénégalais, du Sénégalais lambda en particulier, vont au-delà. Ils ont besoin de vivre plus dignement, de vivre mieux, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de ménages. Vous savez, il y a quelques années, on avait fait une enquête à travers le Sénégal. Il y avait près de 400 à 500 points d'eau qui étaient partagés entre les humains et les animaux. Ah oui? C'est vous dire. Donc l'accès à l'eau, jusqu'ici, est vraiment une pénitence extraordinaire pour les femmes surtout, hein, et les communautés de base. En dehors de ça, il y a le fait qu'on mange très mal. Nos enfants ne mangent pas à leur faim. Quand je dis manger à leur faim, on n'en est pas à crever de faim encore qu'on a vu des poches d'alarme ici et là, mais c'est parce qu'on ne mange pas de façon équilibrée. Et alors, dès le bas âge, les enfants viennent avec des surconvolutions cervicales qui, inexorablement, atteignent leur quotient intellectuel et donc les vouent à une vie extrêmement difficile. Les femmes qui disparaissent comme ça, n'est-ce pas, dans les salles, dans les maternités, lorsqu'elles y ont accès, et lorsqu'elles mettent au monde, elles périssent parce que c'est extrêmement dangereux, et ainsi de suite. Donc nous ne sommes pas ici pour peindre tout le tableau en noir, mais pour dire qu'il y a une grosse marge, n'est-ce pas, de progrès à adopter, à impulser dans ce pays. Oui. Et tant qu'on en sera à vouloir faire dans le scoop, on n'avancera pas. Parce que le développement, ce n'est pas le scoop. Ah, regardez, j'ai fait une grosse statue. Ah, regardez, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire à travers cette autoroute. Non. Je crois que le développement, c'est un acte, un processus pensé dans lequel toute la nation et tous ses enfants, n'est-ce pas, s'impliquent pour pouvoir faire avancer le pays, développer les forces productives, les décupler et faire en sorte que tout le monde se mette au travail. Mais le facteur travail est en manque dans ce pays. Oui. Hein, vous avez vu le taux de chômage comparé aux autres pays de la sous-région, c'est absolument alarmant. Dans chaque maison, vous avez pratiquement, potentiellement, un chômeur. Il faut qu'on sorte de ce syndrome-là et que véritablement le modèle, s'il y en a un, de développement économique, social, environnemental, soit revisité et que le Sénégal, avec ses cadres, ses vrais patriotes, essaie de sortir, n'est-ce pas, de ce syndrome-là, parce qu'il est mortifère, on n'en sortira jamais. Oui, concernant cette affaire, après l'enquête de la BBC, l'État sénégalais réussira-t-il à briser l'élan de contestation populaire surtout? Je ne sais pas. Oui. Est-ce que l'État va briser cet élan? L'élan de contestation populaire après cette enquête de la BBC. Ah, j'avais mal compris. Oui. Ah non, mais écoutez, l'élan populaire, personne ne peut le briser. Il faut bien qu'on ait ça à l'esprit. Je crois que c'est vrai, les gens ont eu un énorme choc quand ils ont eu vent de ce qu'il y avait des milliers de milliards qui étaient quand même en jeu et qu'on avait cédé les puits pétroliers presque de façon, j'allais dire, de façon coupable, dans le laxisme le plus extraordinaire. Vous avez entendu le point de vue d'un de nos hauts cadres qui a estimé que, bon, si le pétrole a été bradé, il faut s'en prendre à ceux qui sont allés négocier ces contrats-là et qui se sont laissés prendre au piège du bagou, de tous ces gens qui ont gravité autour du président pour leur vendre l'idée que Frank Timis, ensuite Timis Corporation et ensuite tous ceux qui sont venus dans ce dispositif étaient les interlocuteurs sans qu'on ait pris véritablement la peine de faire les checks and balances, premièrement, et deuxièmement,
de mener un minimum d'enquête sur cet individu que venait. Maintenant, l'argument qu'on met sur la table, à savoir, oui, mais il est entré dans l'histoire parce que c'est par lui que nous avons eu accès aux majors qui sont venus et qui nous ont amené le pétrole. Mais il était inscrit dans les faits que nous allions de toute façon avoir accès à ce pétrole-là. Pour la petite histoire, il faut que je vous dise que l'existence du pétrole, nous la connaissons depuis des décennies. Déjà sous Abdou Diouf, il y avait un puits de pétrole. Et même avant Abdou Diouf, le Bureau de recherche géologique et minière avait suscité à l'époque une grosse réflexion et avait montré qu'il y avait des gisements importants dans le sous-sol sénégalais. Mais je crois que c'est l'opportunité historique, etc., qui avait manqué à l'époque, ainsi que la volonté politique pour rapidement aller de l'avant. Mais bon, je crois qu'il faut sortir de cela. Il faut reconnaître, à mon avis, le président Macky Sall, et là je voudrais m'adresser à lui directement, si je puis lui donner ce conseil, si je puis m'exprimer ainsi. Ouais. Je ne peux pas le voir, donc je le fais à travers vos ondes. Oui. Je pense que la posture de son frère dans le dispositif pétrolier est absolument intenable. Je lui suggère de faire en sorte que son jeune frère démissionne ou qu'il le démette. Dans tous les cas, il faudrait qu'il quitte le dispositif. Il est un peu encombrant à l'état actuel. Il est très encombrant. Déjà, regardez le prix qui est payé non seulement par le président de la République, mais par le Sénégal dans son ensemble, parce qu'actuellement, on est en train de pointer du doigt le Sénégal, n'est-ce pas, en tant qu'entité, en tant que pays, n'est-ce pas, où il n'y a aucune transparence pour les transactions. Et ça, c'est pas bon pour l'avenir, n'est-ce pas, pétrolier du Sénégal. Ça, oui. C'est une première chose. Deuxièmement, je crois que si j'étais le président de la République, j'aurais même enlevé du dispositif l'actuel procureur général. Ah oui, Serigne Bassirou Gueye. Mais bien entendu, parce que le procureur général a été mêlé à trop d'affaires et s'est conduit d'une façon extrêmement partisane, n'est-ce pas, surtout dans le jugement d'un certain nombre d'opposants, notoirement Karim Wade et Khalifa Aboubacar Sall. Donc, si j'étais lui, j'aurais pris un nouveau magistrat et je l'aurais installé là avec moins de bagages qu'il traîne. Il traîne beaucoup trop de casseroles. À propos, comment jugez-vous sa sortie médiatique dans l'affaire Petro-Tim? Vous avez vu toutes les réactions que cela a suscité. Je crois que ce n'était pas une sortie qui était des meilleures. Mais à mon avis, tout cela dépend du président de la République. Il faut qu'il prenne des mesures hardies pour sortir du dispositif des négociations qui vont avoir lieu, le procureur de la République, pour que la vérité se manifeste véritablement. Ah oui. C'est extrêmement important. Je crois que si vous mettez au cœur, n'est-ce pas, du dispositif juridique une personne aussi impliquée dans ce qu'on avait appelé la traque des biens mal acquis, mais la traque contre Karim Wade et essentiellement contre Khalifa Aboubacar Sall, je crois que vous ne faites que retarder le processus de... Et pourtant, c'est ce même procureur qui fait un appel aux témoins pour venir à la DIC et donner des informations. Bon, vous avez vu la réaction du peuple sénégalais. On lui a demandé, mais pourquoi n'allez-vous pas, puisque on a une documentation volumineuse, extrêmement volumineuse sur le pétrole. Les médias sénégalais ont beaucoup écrit, les médias étrangers également, et les acteurs concernés se sont exprimés. Alors donc, il faut rapidement aller à l'essentiel, tailler dans le vif, convoquer les principaux concernés et commencer à faire son travail et permettre à ce qu'un juge puisse faire l'investigation.
Mais tant qu'on en est là, etc., on risque de ne pas aller très vite et ça peut traîner en longueur. Oui, et ce n'est pas ce qu'on attend de cette affaire. Au final, ne craignez-vous pas des poursuites judiciaires à l'encontre des témoins, surtout s'ils fournissent des documents administratifs? Mais écoutez, il a déjà commencé par se ligoter, se pendre avec les lacets, comme on dit, puisqu'il dit que de toute façon, ils vont poursuivre tous ceux qui ont pu prendre connaissance du rapport allégué de l'inspection générale d'État. Ça n'a pas de sens, puisqu'on vous dit que c'est sur le net depuis Mathusalem. Mais qui c'est que vous allez prendre? Un rapport que le palais n'a pas reçu, mais qu'on voit dans les réseaux sociaux. Mais par ailleurs, on voit même des gens de l'entourage du président dire publiquement qu'ils l'ont vu et qui font même pas allusion, qui le citent, etc. Je crois que on commence très mal comme ça. Il faut partir d'un pied neuf et essayer de faire ce qu'on attend de vous. Maintenant, à côté de ça, je ne manque pas d'être interpellé par la position d'Ousmane Sonko, un jeune cadre qui a fait ses preuves et qui, à mon avis, est l'un des plus lucides et les plus courageux de sa génération, et qui est en train de dire qu'au-delà d'Alioune Sall devant démissionner, il faudrait que le président de la République lui-même soit mis en situation et qu'il soit mis dans une situation où il devrait, à défaut, démissionner, dit-il. Mais à défaut de démissionner, il devrait peut-être se remettre en situation, se remettre en cause, à mon avis, et dire la vérité au peuple sénégalais. J'avais dit il y a quelques semaines, il faut que le président de la République fasse preuve de courage, qu'il prenne les choses en main, qu'il n'écoute personne, qu'il n'écoute que sa conscience et qu'il enlève son frère, puisqu'il ne veut pas partir, qu'il l'enlève de là et qu'il n'essaie pas de le couvrir, premièrement. Deuxièmement... Ah oui, c'est-à-dire le livrer à la justice? Ah, mais s'il faut le mettre à la disposition des... Non, il n'a qu'à déjà le faire démissionner. On attendra que le procureur de la République ou le nouveau procureur, s'il décide d'en avoir un autre, le convoque et qu'on aille jusqu'au bout de cette affaire-là. Maintenant, le dispositif juridique sénégalais étant ce qu'il est, on a tendance à déresponsabiliser le président de la République, au plan juridique s'entend. Si bien que là aussi, il faudra qu'on fasse attention à ne pas prendre l'ombre pour la proie, c'est-à-dire à aller accuser des gens qui avaient signé ici ou là, etc. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est quelle est la responsabilité véritable du chef de l'État dans le fait qu'on ait signé à la hussarde des décrets qui ont engagé la responsabilité de l'État du Sénégal vis-à-vis d'autres partis. Et ensuite, pourquoi a-t-on gardé dans le dispositif de prise de décision une personne si proche? Ça, c'est des questions sur lesquelles il va falloir apporter très rapidement et courageusement des réponses. Parce que je crois que chaque Sénégalais aujourd'hui s'est fait une religion sur cette affaire-là. Oui, dans cette logique, pensez-vous que la plateforme Aar Li Ñu Bokk va mobiliser mieux que le M23? Je ne sais pas. Je crois que c'est des jeunes qui sont là, qui sont en train de mobiliser parce qu'ils sont outrés par la situation de prévarication sans précédent de notre ligne publique, de nos ressources naturelles, etc. Et donc, ce sont des patriotes qui se battent. Maintenant, qu'est-ce que cela nous réserve? Je ne sais pas trop. Hein. Vous savez, j'ai cessé de jouer au devin sur le plan politique. Tout ce que je leur souhaite, c'est de faire preuve de lucidité. Et je pense qu'ils sont très lucides. Je connais la plupart d'entre eux. Et je suis sûr qu'ils sauront piloter leur barque à terme. En même temps, je souhaite que le président de la République écoute ces jeunes-là, qu'il les écoute de la bonne oreille et qu'il ne s'encombre pas de tous ces turiféraires qui lui font croire que oui, voilà, c'est des gens qui en veulent à votre pouvoir, c'est des gens qui sont aigris, etc. Je crois qu'il faut qu'il change de fusil d'épaule. Oui.
pour boucler avec ce dossier, que vous inspire comme commentaire les propos du président Abdelaziz de la Mauritanie qualifiant de n'importe quoi cette enquête de la BBC? Oh là 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 là, c'est scandaleux, je trouve. Bon, il est vrai qu'il est en train de défendre, disons, les intérêts de la Mauritanie, puisque nous partageons vraiment une manne gazière considérable. C'est l'une des plus importantes du monde et qui va avoir un impact au plan géopolitique, puisque, comme vous le savez, la Russie, qui est le premier fournisseur mondial, en tout cas pour l'Europe, il y aura des conséquences pour la Russie, il y aura des conséquences pour les États-Unis et pour d'autres pays. Je crois qu'il ne fait que faire monter la moutarde, comme on dit. Mais Abdelaziz ne devrait, à mon avis, bénéficier d'aucune sorte de respect dans les propos, pas dans cela, et en tout cas pas dans son bilan, qui est un bilan catastrophique. Vous savez, il y a un bilan pratiquement de racisme sans nom contre les négro-africains, comme on les appelle, qui sont là-bas, qui sont nos parents. Et actuellement, vous avez des dizaines de milliers de réfugiés négro-mauritaniens. 30 ans après leur déportation, les deux États, à savoir le Sénégal et la Mauritanie, ne doivent-ils pas se pencher sur le sort de ces réfugiés? Juste reconnaître le fait qu'ils ont habité en Mauritanie et qu'ils doivent absolument avoir leurs papiers de nationalité, etc. Les gens les connaissent, ils ont encore des parents dans les entourages, mais il faut les retourner, les réinstaller. On a spolié leurs biens, il faut reprendre ces biens-là, et en tout cas l'État doit aussi les dédommager. Je crois qu'il est scandaleux que 30 ans après, les deux États qui parlent d'intégration tout le temps, d'intégration régionale, à leur niveau, ne soient pas capables, n'est-ce pas, de régler un problème à un niveau aussi basique. À côté de l'affaire Petro-Tim, il y a le contrat de Suez attaqué par la SDE devant la Cour suprême. Un autre scandale qui vient s'ajouter à ceux de Big Togo, ArcelorMittal, Prodac, Coude et tant d'autres qui éclaboussent le régime du président Macky Sall. Ma question, à quoi servent les corps de contrôle si les rapports sont rangés dans les tiroirs? Voilà, je crois qu'on a beaucoup parlé de l'IGE, on a beaucoup parlé de l'OFNAC, de la Cour des comptes en particulier. Je crois qu'il faut se féliciter de ce que ces structures-là existent. Elles existent, elles peuvent faire du très bon travail et il y a là-dedans des cadres très compétents, des vérificateurs qui sont capables de faire leur travail. Mais malheureusement, c'est le fait que nous soyons dans un régime présidentiel hyper concentré qui fait que ces structures de contrôle, qui toutes repartent vers le président de la République pour la décision finale, sont pratiquement ne sont pas en mesure, n'est-ce pas, lorsqu'il y a des manquements graves, d'amener les gens devant les juridictions et de les faire. Dans le cas de l'OFNAC, il y a même la possibilité qui est donnée au président de l'OFNAC, à la présidente de l'OFNAC, de déférer les gens devant le procureur de la République. Oui, mais quand on les amène devant le procureur... Exactement. Il avait remis une liste de 9 personnes au procureur. Absolument, et malheureusement, rien ne se passe de ce côté-là. On a même vu qu'il y a eu une promotion, alors que dans le rapport, il était dit qu'il y avait non seulement des activités frauduleuses, mais que ce monsieur-là ne devait plus faire partie de l'administration. Il y a eu beaucoup de cas comme ça. C'est-à-dire, on sent un président de la République qui s'adosse sur une posture partisane, qui protège donc des gens qui ont des activités criminelles, pré-bancaires, et cela n'aide pas évidemment à ramener le calme dans le pays, parce qu'on est en train vraiment de perdre beaucoup d'argent dans cette histoire, et donc de contribuer au retard du Sénégal en matière de développement économique et social. Il faut aussi noter qu'on a beaucoup critiqué Madame Nafi Ngom Keïta injustement. Je crois qu'elle a fait preuve d'une bravoure que tout le monde salue, d'une grande lucidité aussi. Elle a fait son travail et c'est précisément parce qu'elle a bien fait son travail qu'elle a été enlevée du dispositif.
Mais qu'à cela ne tienne, je crois que tout le monde est actuellement, disons, nous veillons au grain. Oui. Nous sommes en train d'essayer de voir comment faire avancer le débat sur le progrès social au pays. Vous avez les nouvelles pousses qui sont là, les jeunes générations pleines d'entrain. Vous avez PASTEF, vous avez Cheikh Tidiane Dièye, vous avez etc. Toutes ces forces-là, le M23, le COS M23, sont en train véritablement de faire bouger les lignes, en tout cas du point de vue idéal. Maintenant, il faudra beaucoup plus d'efforts que cela. Il faut que le peuple sénégalais, que le niveau de conscience sociale arrive à un degré de maturation tel que tout le monde se sentira concerné et que lorsque les gens demanderont à ce qu'il y ait des manifestations de 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes, que les gens acceptent de faire ce sacrifice pour eux-mêmes et pour les générations qui vont venir. Oui, justement, on va vous prendre dans vos casquettes d'analyste politique pour parler de cette léthargie et l'attente au sein de l'opposition sénégalaise après la présidentielle. Apparemment, ça ne bouge pas. Oui, parce qu'après la présidentielle, d'après ce que j'ai vu, il me semble que les différents quartiers généraux ont passé beaucoup de temps à élaborer des livres blancs pour faire la preuve, n'est-ce pas, des turpitudes électorales et des manquements extrêmement graves, dans certains cas, à la démocratie, à l'état de droit et vraiment à la rectitude électorale. Ils ont passé beaucoup de temps là-dessus. Ensuite, il y a eu des tentatives de regroupement qui, malheureusement, ont été sabrées par le processus de parrainage. Le parrainage est passé par là et a empêché, n'est-ce pas, ces forces-là de pouvoir se coaliser de façon opérationnellement forte. Voilà, je crois que ce temps-là a été un peu perdu, mais actuellement, les forces de l'opposition sont en train de mettre à profit tout ce temps-là et l'expérience récente pour pouvoir davantage se coaliser. Pour segmenter, que devient le PDS, normalement deuxième force politique? D'après les interviews que nous voyons des têtes de pont du PDS, si on peut ainsi s'exprimer, on voit très bien qu'il y a un malaise au sein de ce parti, à cause en particulier du rôle que continue d'y jouer le créateur de ce parti, M. Abdoulaye Wade, et son fils à l'extérieur. Donc il y a une sorte de fracture qui est en train de s'opérer. Deuxièmement, il y a le fait que beaucoup d'incidents se sont produits et on fait en sorte qu'on se pose beaucoup de questions. Des cadres de haut niveau qui ont cheminé avec M. Wade ont été mis à l'écart dans la prise de décision où on montrait leur réticence à vouloir suivre à la baguette comme ça le fondateur du PDS et ont montré qu'ils savaient. C'est le cas par exemple de Omar Sarr lors du dialogue politique. Qui a montré que bon, ce n'était pas une marionnette et qu'il était capable de faire son chemin sans avoir une baguette derrière lui tout le temps. Donc il y a tous ces aspects-là qui font que le PDS actuellement est en train de glisser sur une pente dont il se relèvera difficilement s'il ne fait pas attention. Il faut que le PDS se reprenne, que le président Wade accepte de reconnaître qu'il est temps qu'il s'efface, qu'il laisse les plus jeunes pousses, n'est-ce pas, prendre le relais et qu'il laisse le jeu démocratique à l'intérieur du parti s'opérer. Est-ce qu'il ne donne pas l'impression de s'asseoir sur le fauteuil en attendant l'arrivée de son fils? Mais écoutez, comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose, personne ne sait ce qu'il pourrait advenir dans les années à venir, mais quand même, M. Abdoulaye Wade n'est plus dans ses vertes années. Par conséquent, je le vois mal disposant de tout ce temps-là pour attendre que Karim Wade puisse revenir.
même à supposer qu'il soit gracié. Je crois que... Il a été déjà gracié. Non, mais je veux dire qu'il soit amnistié, pardon. Ouais. Même à supposer que cela puisse arriver, je crois qu'il faut reconnaître que Karim Wade n'est pas un choix pour le Sénégal. Ah oui? C'est déjà un homme du passé. Il y a eu beaucoup de... Parce que Karim Wade, c'est le fils de son papa, il a traîné beaucoup de casseroles, il a été le tout puissant ministre du ciel et de la terre, lui-même a été animé par une telle boulimie du pouvoir que je vois mal les Sénégalais le portant à la tête de l'État du Sénégal. Je crois que ça n'arrivera pas. Ah oui? Par conséquent, je crois qu'il incombe au PDS maintenant de se focaliser sur la reconstruction de leur parti, de serrer les rangs. Il y a plusieurs ministres très valables qui ont exercé dans leur rang et qui peuvent les aider à se reconstruire, mais en changeant probablement également la vision qu'ils ont eue jusqu'ici. Un des grands challenges, c'est à quoi sert un parti libéral aujourd'hui en Afrique pour être en phase avec son peuple. Est-ce qu'il n'y a pas une antinomie dans les termes? Ce sera à eux de le prouver. Mais le libéralisme, pour l'instant, partout où il a été à l'œuvre, on l'a vu en Côte d'Ivoire, a véritablement échoué. Maintenant, pour les autres partis, je crois que c'est le moment de faire des mues extrêmement importantes. D'abord pour M. Idrissa Seck, qui a réussi à fédérer autour de sa personne un certain nombre de partis, etc. Oui. Et de leaders lors de la présidentielle. Et de leaders. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le projet dont ils sont porteurs pour le Sénégal. Est-ce que c'est un projet de changement social, de progrès social? Est-ce que c'est un projet qui risque de mener le Sénégal en arrière? Ça, je crois que le peuple sénégalais décidera lorsqu'ils seront beaucoup plus clairs dans la façon dont ils veulent gouverner. Et il en sera ainsi pour tous les autres acteurs politiques actuellement, les anciens comme les nouveaux. Il faut qu'il y ait un niveau de mobilisation exceptionnel au sein des masses populaires et que, bon, je crois que les choses ne changeront que lorsque le niveau de conscience sociale arrivera à un point de maturation tel qu'il y aura nécessairement un changement qui va s'opérer. Oui, pour nous intéresser à nos voisins d'à côté, à savoir la Gambie, finalement, le président Barrow fera 5 ans au lieu de 3 ans comme promis. Donc, le déni, apparemment, ne pose pas problème en Afrique. Oui, ben, vous voyez, ils sont tous pareils, comme on dit. Une fois qu'ils s'asseyent sur la chaise présidentielle, ouais, ils veulent y passer beaucoup de temps et éventuellement mourir sur le trône, comme on dit. Ce sera quasiment impossible. De toute façon, nul n'est éternel. Non, je crois que ce sera non seulement impossible, mais très vite il va être chassé par la clameur populaire. Oui, parce qu'il y a des choses que les peuples africains n'acceptent plus. Leur niveau de maturation, bien qu'en progrès, a atteint un tel degré actuellement qu'ils n'accepteront plus de se faire mener par le bout du nez par des petits tyrans. Professeur Jacques Habib Sy, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions publiques et qu'on s'entretenait avec vous dans l'émission Opinion sur Walfadjri. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Merci à toute la réalisation. Serigne Aliou Keïta, Ousseynou Sall, Oustaz Hassan Diouf. Excellente semaine à vous.